Bonjour, bonjour, bonsoir ou bon après-midi, en fonction de là où vous êtes ou au moment où vous regardez ce moment choisi. Mon nom est Carlita, je suis la fondatrice de His Chosen Sheep, qui est un blog chrétien où nous essayons au maximum d'édifier les élus, d'édifier toute personne en fait de manière générale sur ce qu'est la culture en fait du royaume de Dieu et comment est-ce qu'on peut vivre sur terre de façon très bien sans pour autant se stresser sur le côté religiosité. Donc on passe à travers un certain nombre de blogs, on demande à certains de nos invités de partager leurs témoignages. Et aujourd'hui, justement, je rejoins, je serai rejoint dans quelques minutes par Sandra Locodonou, qui est la fondatrice de Finlo, qui est une entreprise fintech d'agrobusiness qui accompagne les petites entreprises à avoir accès sur le marché au business. Euh, J'essaie de faire entrer pendant qu'on est en train de parler. Tout le monde, merci de nous avoir rejoints pour un nouveau moment choisi. Donc, de manière générale, les mercredis, on reçoit des invités en français et les vendredis, on reçoit les invités en anglais. Donc, ce mois d'octobre, nous sommes dans le mois de la créativité, le pouvoir de créer. Un mois que nous avons dédié à tous les entrepreneurs, à tous les créateurs d'entreprises, mais aussi aux artistes et aux créateurs de manière générale. Donc, si vous avez un projet d'entreprise, si vous rêvez d'avoir votre propre entreprise, que vous soyez un artiste ou quel que soit le domaine d'expertise que vous avez, je vous invite à regarder certains des autres épisodes qu'on a déjà eu de moments choisis, que vous trouverez dans le IGTV ou alors sur notre chaîne YouTube que nous sommes en train de mettre en place. Merci en tout cas de faire partie de la communauté His Chosen Sheep. Et j'attends donc que Sandra se connecte. Mais en attendant que Sandra arrive, vous qui êtes là, dites-moi d'où est-ce que vous nous joignez d'abord. Est-ce que vous êtes sur Paris, Dakar, Abidjan, les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique? Où est-ce que vous êtes? Et aussi, est-ce que vous êtes un entrepreneur ou est-ce que vous avez des projets d'entreprise? Dites-moi un petit peu plus sur vous pendant que Sandra se connecte. Donc en attendant, j'espère que tout le monde a passé la semaine jusque-là. On est mercredi. Hein. La moitié du chemin est fait. La moitié du parcours a été accompli. Donc essayons de voir à quoi va ressembler le reste de la semaine pour vous. Alors pendant que je fais ça, je vais aussi partager de mon côté, partager le live s'il vous plaît. Faites savoir à vos followers qu'on va parler de comment financer son entreprise, comment non seulement créer, mais aussi faire prospérer votre entreprise, si vous en avez déjà une ou bien si vous n'en avez pas une, comment passer du projet à la réalisation sur le plan financier. Sandra va nous donner quelques petites astuces et conseils, et des conseils sur le plan financier. Alors, je partage, c'est pour ça que j'ai la tête baissée, avec mes followers le live. Donc, je vous invite à faire la même chose. Alors, faites voir. Si Sandra va nous joindre bientôt. Ah, voilà. Coucou Sandra. Vous êtes plutôt timide dans le chat là, je vois. Vous ne parlez pas beaucoup, mais j'espère que ce live vous Allô. sera bénéfique. Bonsoir Sandra. Bonsoir, je ne sais pas si tu me vois. Je te vois et je t'entends très bien. Super, super, super. Ça fait plaisir de te voir. Ce sera un euphémisme de dire qu'on parce que ce que beaucoup de personnes, donc c'est pas juste parce que c'est ma cousine que je l'ai invitée, mais c'est aussi parce qu'elle est la personne la plus compétente que je connaisse au jour d'aujourd'hui. Allô, allô?
Alors, on a des petits soucis de connexion du côté de Sandra, j'ai l'impression. Dites-moi si vous êtes toujours là dans les chats. Envoyez-moi des petits signes pour me faire savoir si vous êtes toujours là ou si la connexion bloque de mon côté ou si c'est du côté de Sandra. Alors, il semblerait que ce soit du côté de Sandra. Donc, je vais voir si elle peut revenir dans la conversation. En attendant, ne me laissez pas toute seule. Là, dites-moi un petit peu, est-ce que vous êtes un créateur est-ce que vous êtes… ok, d'accord, vous êtes là. Merci beaucoup. Un amour. Est-ce que vous êtes un créateur d'entreprise? Est-ce que vous avez un projet d'entreprise? D'où est-ce que vous nous joignez? Dites-moi un peu plus sur vous. Je veux en savoir un peu plus sur vous. Si vous êtes en train de regarder le recording, la retransmission en fait de cette émission, n'hésitez pas, même dans les commentaires, à nous dire où est-ce que vous êtes, d'où est-ce que vous étiez connecté quand vous avez écouté cette conversation et si elle vous a été bénéfique. Les aléas du direct, hein, on a quelques petits soucis de connexion du côté de Sandra. Je suis sûre que vous êtes super patient et je vous remercie pour ça. Donc, on va réessayer une fois de plus. Coucou de Reims, un amour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, Sandra. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Désolée. C'est moi qui avais, oui. En fait, je jonglais entre deux Wi-Fi et du coup, je crois qu'il y en a un qui était moins bon que l'autre. Bon, ben super. Là, maintenant, on va essayer de prier pour que la connexion reste stable pendant notre conversation. Exactement. Super. Super, super. Bon, moi, je me suis déjà présentée avant que tu n'arrives. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, Sandra? Oui, bien sûr. Donc, je suis Sandra Locodenou. Je suis la directrice de Finlo, qui est une petite structure qui accompagne les petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne. Et on a 1 an depuis le 1er octobre. Et donc, je suis basée à Nairobi et actuellement à Lomé. Magnifique. Alors, avant qu'on aille un peu plus loin, est-ce que tu peux dans un peu plus de détails, nous dire ce que Finlo fait en quelques mots? Et à ce moment-là, on va essayer de développer un peu on va parler de ton parcours et comment est-ce que tu en es arrivé à créer Finlo. Et après, tu partages avec nous quelques astuces pour les gens qui suivent, les entrepreneurs ou les petites entreprises qui suivent cette émission pour pouvoir soit prendre contact avec toi pour en savoir plus, mais déjà avoir quelques idées clés. Bien sûr. Donc, Finlo a deux lignes de métier aujourd'hui. Donc, on a une ligne de métier envers les entrepreneurs et les petites entreprises. Et puis, on a une ligne de métier conseil qui est plus pour les institutions financières non bancaires et pour les grosses sociétés dans l'agro-business. Donc, la ligne de métier pour les entrepreneurs, c'est qu'en fait, on aide les entrepreneurs à sécuriser des financements et avoir des accès au marché. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si par exemple, vous avez une société qui transforme de l'ananas en jus d'ananas et que vous cherchez des financements pour accroître votre capacité de transformation ou que vous cherchez des financements pour pouvoir acheter plus de produits, plus d'ananas de vos producteurs, nous, on peut rentrer en jeu non seulement pour essayer de vous sécuriser des financements, mais aussi pour essayer de voir si vos jus d'ananas peuvent éventuellement avoir plus de marché. D'accord, super. Super intéressant. Donc, et je vois que Audifax, Rosita nous en rejoint. J'espère que cette conversation vous sera bénéfique. Donc, vas-y, tu voulais dire quelque chose, Sandra? Non, c'est principalement, voilà ce que je voulais dire, parce que l'autre ligne de métier, c'est plus pour les acteurs établis, en termes c'est des acteurs qui cherchent à approcher les petites et moyennes entreprises, mais qui sont pas forcément outillés pour. Donc, on les aide à bien approcher cette clientèle-là avec des produits adaptés. Super. Donc, dans le blog que tu as partagé, tu nous as un petit peu parlé de ton parcours d'entrepreneur et je pense que c'était super important. Moi, une des phrases qui m'a marquée, c'est quand tu as dit que tu as accepté un emploi juste parce que tu devais quelque part payer tes factures et tout, mais au bout de 2 mois, tu t'es rendu compte que c'était vraiment pas pour toi et tu as démissionné. Et le courage de démissionner, c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours un peu plus personnel en tant qu'entrepreneur? Parce que je le dis souvent, je pense qu'on peut pas être entrepreneur, c'est un mindset qu'on a et c'est aussi un parcours qui n'est pas facile. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas cette audace de dire que non, j'ai galéré, j'ai eu des moments où vraiment j'avais pas envie de le faire. Et vraiment,
ta vulnérabilité sur ce coup-là m'a un peu surprise, bien que, comme je disais, on est en famille, tu es ma cousine, je savais pas ça. Et donc, du coup, c'était vraiment intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Bien sûr, je pense que c'est une période qui était un peu difficile, mais en même temps où je remercie aujourd'hui mon courage. En fait, je suis très contente d'avoir fait à l'époque ce qui pensait être une bêtise pour beaucoup de gens autour de moi et moi-même. Au bout d'un an, je me suis dit mais qu'est-ce que tu as fait? Mais aujourd'hui, je suis très contente d'avoir fait cette bêtise parce que ça m'a permis d'aller à la rencontre de vraiment ce que je pense que je suis fait pour faire. Mais c'était une période où en fait, j'avais pris ce boulot en me disant, voilà, j'ai un emprunt que j'ai en contracté pour aller en école de commerce. Bon, voilà, il faut commencer à le rembourser. C'est de l'audit. Bon, ça paye raisonnablement. Je vais apprendre plein de choses parce que tu audites plusieurs types d'entreprises. Mais en Mhm. fait, la réalité, c'est que euh, pendant mes études en école de commerce, j'avais déjà fait un stage en audit pendant 6 mois. Et je m'étais dit, Mhm. bon, si tu peux, tu retournes pas parce qu'au moins tu sais que tu n'es pas faite pour ça. Mais comme Mhm. j'avais pas beaucoup d'options sur la table, j'ai dit non, non, je vais quand même y aller. Et c'est là où on se rend compte que parfois, c'est vraiment difficile de surmonter ce que ton ventre te dit. Tu as ce Oh que my ta God. tête te dit, il y a ce que ta tête te dit, et puis il y a ce que ton ventre te dit. Et parfois, ces deux choses sont en déconnexion complète. Et en fait, je pense que le but de la vie, c'est juste d'équilibrer, de trouver le bon équilibre entre la tête et le ventre. Et, Tout à fait. et, et Non. une fois qu'on a, et une fois qu'on trouve l'équilibre, ça va mieux. Donc, en fait, j'y étais, j'ai bossé pendant 2 mois et je me souviens, ce qui a été l'effet déclencheur, c'était un soir, un dimanche soir, je reçois un coup de fil donc d'une de mes responsables au bureau qui me dit ah oui, il faut que tu reviennes au bureau là. On a un contrôle sur nos dossiers d'audit, donc il faut faire plein de photocopies de classeurs et tout ça. Je me suis dit attends, c'est pas possible, je vais pas retourner un dimanche soir à faire des photocopies de classeurs quoi. C'est juste pas possible. Et ça a été vraiment le déclencheur pour démissionner. Et en fait, Mhm. aujourd'hui, je comprends que ça a été une prise de risque, mais qui finalement était pas si grave que ça. Elle était calculée. À l'époque, je me rendais pas compte, mais Mhm. j'avais quand même un bon diplôme. Je suis débrouillarde, je suis très curieuse, donc c'était bien que j'ai démissionné parce que c'était pas pour moi. Ça m'a causé beaucoup de tort financièrement, je vais pas mentir. Mais ça m'a apporté beaucoup personnellement et c'était un peu un investissement sur le futur. Donc finalement, je suis contente. Je suis contente de l'avoir fait. Eh ben, je suis contente que tu l'aies fait aujourd'hui parce que sinon on serait pas là en train de parler de Finno aujourd'hui. Ah, Donc, complètement. entre ta démission à ce poste-là et Finlo, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ah, beaucoup de choses. Donc, entre ma démission, donc je démissionne et puis là, bah, je décide de me chercher un peu, quoi. C'est un peu la vérité. Donc, en France, c'était un peu calme, mais c'est surtout que j'avais envie de quitter la France. Comme je disais, je traversais une période un peu difficile personnellement et je me suis dit, allez, je vais changer d'air, je vais aller à la découverte d'autres horizons que je connais un peu, mais pas aussi bien que la région parisienne. Donc, je suis partie à Mhm. New York pour quelques temps. Je suis pas restée longtemps. Puis après, je suis allée au Canada où j'ai quand même pas mal d'attaches, de bons amis. Et là, Mhm. j'ai trouvé un boulot sympa. Mais en fait, je me suis un peu emmêlée des pinceaux dans ma démarche administrative pour mon permis de travail. Et donc, Mhm. 5, 6 mois après, j'étais obligée de sortir du territoire canadien pour pouvoir réappliquer pour mon permis de travail depuis ma zone de résidence, qui était donc censée être la France avant de revenir. Donc, mais une fois retournée en France, j'ai dit, bon, ok, là, vu l'état de mon compte, je crois que j'avais un découvert incroyable. Et j'ai dit, bon, là, il faut que tu te concentres. Essaye Ouais. de voir ce que tu peux faire pour déjà combler ce découvert horrible et puis pour te prendre en charge. Et donc, j'ai commencé à donner des cours de maths. J'adorais les maths à l'époque. Mhm. Et donc, j'ai commencé à donner des cours de maths à des enfants de lycée, des jeunes de lycée. Et puis, je me suis rendu compte que oui, j'aimais bien ça, mais en fait, je pouvais pas forcément en faire un métier, sauf retourner à l'école encore, passer la grève, enfin bref, tout un truc. Et donc, j'ai dit, bah écoute, je vais aller à la NPE, je vais voir, je vais déjà
m'enregistrer comme chômeuse. Ça, c'était très difficile pour moi. Mais en fait, une fois que j'ai sauté ce pas-là, je suis allée à la NPE et 2 jours après, j'ai eu une offre pour aller travailler sur un chantier à l'époque d'une filiale de Bouygues qui construisait un data center et ils avaient besoin d'un chef de projet bilingue. Et donc, c'est comme ça que je me lève à 5 heures du matin pour être sur le chantier à 6 heures. Et j'ai franchement adoré cette expérience parce que ça m'a juste appris tout ce qui se passe autour de l'immobilier d'entreprise, secteur que je connaissais pas très bien. Donc, l'immobilier d'entreprise, pour les gens qui connaissent pas, c'est tout ce qui est, il y a la logistique, il y a les bureaux, il y a l'hôtellerie, il y a les commerces, tout sauf le résidentiel. En fait. Et donc, je me suis rendu compte, par exemple, il y avait un pan de l'économie que je connaissais pas bien et qui me passionnait vraiment. Voir un chantier. En plus, c'était un moment de ma vie où ma propre vie était un chantier. Donc, je trouvais que le parallèle était super. Ouais, ma vie était un chantier. Je bossais sur un chantier. Donc, je dis toujours que ce chantier m'a vraiment retapé, m'a permis de me remettre sur des bonnes rails, de trouver l'énergie de me rapprocher plus de ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai commencé à réseauter un peu avec les anciens de mon école. Et c'est comme ça que je tombe donc sur cette opportunité après maintes CV après maintes candidatures qui ont été rejetées. Je tombe donc sur cette offre grâce à un ancien de mon école chez BNP dans la branche gestion d'actifs immobiliers, parfait, tout ce que je recherchais. Et c'est comme ça que j'intègre BNP donc fin 2009, début 2010. Et donc, je commence l'aventure. Donc, je suis restée 4 ans là-bas. Et donc, après 4 ans, j'ai commencé à avoir les pieds qui me démangeaient. J'avais envie de faire une mobilité. Mais plus rien vraiment ne me retenait en Europe. J'ai toujours voulu travailler en Afrique subsaharienne ou sur une géographie émergente, parce qu'une partie de mes études s'est fait en pays émergents, en Inde notamment. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu les fonds dans les options. Et c'est comme ça que je tombe donc sur ce fonds suisse qui a donc des bureaux à Paris et qui avait notamment un investissement aussi dans une des structures qui appartenait à un de mes frères. Et donc, tout s'est bien goupillé. C'est avec eux donc que je déménage à Nairobi en 2013. Pour commencer donc ce que j'appelle la deuxième phase de ma carrière, qui est donc financer des entrepreneurs en pays émergents, plus précisément sur le continent africain. Et donc j'ai commencé ça donc il y a 7 ans avec ce fonds de dette basé à Zurich, et puis ensuite j'ai été travailler pour une institution de développement basée à Nairobi au Togo. Et puis ensuite, j'ai rejoint une boîte américaine, toujours à Nairobi, qui en fait finance des institutions bancaires. Donc voilà. Et c'est toutes ces expériences qui m'ont donné les clés pour Finlo. Magnifique. En tout cas, le parcours est incroyable. Moi, je trouve que le plus important, c'est vraiment se relever quand on tombe. Ça, c'est un truc pour moi qui est super important et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ton histoire. C'est le fait, comme tu dis, que ta vie était en chantier, mais tu n'as pas lâché prise et tu as continué à regarder quelles étaient les options. Et il y a un autre truc aussi dont on a parlé un petit peu plus tôt dans cette chaîne, c'est le côté networking qui a été super important en fait dans ta carrière. C'est connaître les bonnes personnes, mais aussi garder le contact et nourrir en fait ces relations pour que le jour où ils avaient besoin d'une personne, ils aient pensé à toi. Ça, c'est un truc, je pense que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas souvent, c'est entretenir en fait leur réseau. Donc, merci à tous ceux qui viennent de joindre. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps. Donc, il y a Audifax qui demandait dans quel domaine est-ce que tu entreprends. Je crois qu'il a peut-être pas dû entendre le début. Tu es dans le financement des petites entreprises en Afrique subsaharienne, plus particulièrement dans l'agrobusiness. C'est bien ça? C'est exact, c'est tout à fait ça. D'accord, ok. Alors, si vous avez des questions, commencez à les poser dans le chat box. Comme ça, après, on posera des questions à Sandra. Donc, moi, l'une des premières questions que je veux te poser, c'est qu'est-ce qu'il faut, en fait, pour faire partie du réseau Finlo au jour d'aujourd'hui? En fait, nous notre cible, c'est vraiment d'essayer déjà des entrepreneurs qui sont en activité depuis plus d'1 an. Donc, on demande au moins 1 an d'activité.
Ensuite, on demande également que les entrepreneurs soient... Aujourd'hui, on se focalise vraiment sur l'agribusiness. Donc, quand on dit agribusiness, c'est pas seulement des gens qui produisent des produits liés à la nourriture ou à l'agroalimentaire, mais ça peut être aussi des gens qui transforment des choses dans l'artisanat. Ça peut être des gens qui font des choses dans les services liés à l'agrobusiness. Donc, je donne un exemple. Par exemple, si aujourd'hui vous achetez de l'osier ou du bois pour faire des très beaux meubles, vous faites partie de notre cible. Il n'y a pas que ce qui est lié à la nourriture, il y a aussi tout ce qui est autour. Pareil, les gens qui font de l'élevage ou de la transformation de poissons, de crevettes, en crevettes ou en poudre séchée, tout ça, ça fait partie pour nous de l'agribusiness. Les gens qui sont dans les énergies renouvelables, dans le recyclage de l'eau ou dans la production d'eau, tout ça fait partie pour nous de la chaîne de valeur agricole. Donc ça, c'est le deuxième critère. Ensuite, on demande quand même qu'il y ait un peu de revenus et que les produits soient déjà en phase de commercialisation. Voilà, donc il y a 1 an d'expérience, c'est le plus important pour nous dans l'agrobusiness avec quelques revenus en tout cas, qu'on puisse voir que l'activité a trouvé son marché, que les produits s'écoulent et c'est vraiment que là, nous, on peut intervenir. Quand tu dis un peu de revenus, tu peux nous donner en termes de chiffres à quoi ça ressemble pour donner une idée claire aux gens qui nous suivent? Ouais, complètement. Donc, on va avoir du mal à accompagner des entrepreneurs qui font moins de 20 millions de francs CFA par an. Ça, c'est difficile pour nous. Il faut qu'ils fassent au moins minimum 20 millions de francs CFA par an. C'est vraiment le minimum. Le maximum, techniquement, il y en a pas, mais on va dire qu'aujourd'hui, sur les clients qu'on a, on n'a pas vu d'entrepreneurs qui font plus de 350 millions dans notre portefeuille par an. Ok, super. Ça, c'est déjà un aspect technique très pratique. Donc, au jour d'aujourd'hui, si on n'est pas dans l'agrobusiness, par exemple, et de manière générale, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement déjà pour créer sa structure et être stable sur le plan financier? Parce que ça, je crois que c'est un des gros mots de tous les entrepreneurs, et je suis passée par là aussi, surtout quand tu es ton propre business, de savoir séparer ce qui est à toi et ce qui est au business. Est-ce que tu peux nous donner des astuces pratiques par rapport à ça, s'il te plaît? Ouais, moi je pense que la première chose, c'est comme tout, hein, en plus c'est dans le bénéfice de l'entrepreneur, c'est vraiment d'immatriculer une société morale qui soit différente de votre personne physique. Donc il y a peut-être Carlita, mais il y a aussi His Chosen Sheep, qui sont 2 choses différentes. C'est-à-dire qu'il faut que l'activité puisse être pérenne, même si votre nom, vous n'êtes pas forcément là. Donc je pense que ça c'est la première chose que je dis à tous les entrepreneurs, c'est que si vous voulez vraiment construire une société, bâtir quelque chose, déjà, commencer par... La première chose, c'est vraiment commencer à séparer l'entité physique de l'entité morale. L'entité morale, c'est votre entreprise. Et cette première étape est super importante. On pourra aller dans le détail de pourquoi. La deuxième étape, c'est vraiment de se demander quel problème vous avez vraiment envie de résoudre. Nous, notre gros problème, en fait, c'est que le problème qu'on a envie de résoudre, c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs sur le continent africain qui restent à des tailles petites, voire très petites, et qui ont du mal à grossir et donc à générer, ils ont du mal à générer beaucoup de valeur, à créer des richesses. Et donc, nous, on pense que sans richesse, on n'a pas de développement. Donc, nous, on se focalise là-dessus et c'est un vrai problème. Donc, il faut vraiment savoir le problème que vous avez envie de résoudre et valider que c'est un vrai problème. Par exemple, si vous avez envie de faire je donne un exemple, du jus de corosol au Burkina Faso, mais que les Burkinabés n'aiment pas le jus de corosol, bon, ben, c'est peut-être une bonne idée, mais il n'y a pas de marché. Donc, il faut s'assurer que le marché auquel on s'adresse a vraiment le problème qu'on veut résoudre. Ça, c'est un point qui est super important. Je pense que beaucoup de personnes ratent quand ils rentrent dans notre entrepreneuriat. Je pense que beaucoup rentrent dans l'entrepreneuriat parce que tout le monde fait la même chose, mais ils ne trouvent pas leur problème, en fait, le problème qui leur tient à cœur, parce que c'est un truc de commencer une entreprise, c'en est une autre de vraiment la maintenir et de continuer à se battre, même dans les moments les plus difficiles où on n'a vraiment pas envie de se lever des fois. Donc, c'est super important que tu aies marqué ce point, ou alors d'avoir la bonne idée, mais au mauvais endroit ou au mauvais moment.
Donc, c'est super important. Donc, d'abord, séparer l'entité physique de l'entité morale, créer sa structure sur le plan légal. Ensuite, trouver son pourquoi, en fait, quel est le problème qu'on essaie de résoudre. Et s'il y avait une troisième étape, quelle serait cette troisième étape-là? Ah oui, je dirais la troisième étape, et je pense qu'on le dit pas assez, mais il faut vendre. Je pense que c'est la première chose, c'est que il y a, avant même de penser au financement, à quel financement on peut avoir accès, c'est aller chercher déjà les revenus que vous pouvez générer grâce à vos propres produits. Aller chercher, Je pense que j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui sont très techniques et pas forcément parfois, qui se rendent pas compte que la première chose à faire, c'est vendre. Donc, si vous savez pas vendre en tant qu'entrepreneur, il faut s'associer à des gens ou à des cabinets, à des personnes qui vous aident à vendre. C'est hyper important. C'est à travers le mécanisme de la vente que vous allez vous rendre compte de la force de votre produit ou de sa faiblesse et pouvoir combler les faiblesses. Mais si vous ne vendez pas, si vous n'avez pas une expérience qui vous montre que le problème que vous êtes en train de résoudre est vraiment un problème, ben, vous n'avez pas forcément de retour vous permettant d'améliorer le produit. Et surtout, vous n'avez pas de cash. Donc ça, c'est un point sur lequel en fait. Voilà, exactement. Je veux vraiment pointer du doigt ça parce qu'aujourd'hui, sur le continent, dès qu'on demande à un entrepreneur, parfois, qu'est-ce qui fait que son business n'augmente pas ou qu'il n'arrive pas à se développer, la première chose qu'il dit, c'est l'accès au financement. Moi, je suis mitigée là-dessus. L'accès au financement est fondamental, c'est important. Mais avant l'accès au financement, il faut valider que vous arrivez à vendre et que vous arrivez à récupérer vos ventes. Et que même si vous faites des ventes à crédit, et ben, vos clients qui ont prêt à crédit arrivent quand même à payer au bout d'un moment. Il n'y a pas de financiers qui vont aller, de financiers commerciaux qui vont aller financer des business qui ne vendent pas. Ça, c'est pas possible pour des banques, des fonds d'investissement, exactement. Donc moi, je dirais que l'accès au financement n'est pas forcément le point majeur au début. Il le devient quand on grossit et qu'on a déjà énormément de ventes et qu'on veut accroître ses capacités à pouvoir vendre plus ou à pouvoir mettre à disposition des clients des nouveaux produits ou qu'on a envie de s'étendre dans d'autres marchés ou recruter des gens qui sont très brillants. Mais vraiment, au début, moi, je dirais, focalisez-vous sur vendre, quoi. Vendre, vendre, vendre. Et c'est ça qui va faire que vous aurez un business qui attire des personnes. Et puis, enfin, je conclurai sur, il faut vendre et puis il faut faire, surtout au début, il faut faire attention à ses coûts. Moi, j'ai travaillé avec des entrepreneurs qui, parfois, ils commencent à vendre, donc ils vont commencer à faire 150 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, donc ça fait quoi, 220 000 euros. Et puis, ils vont commencer à recruter à tour de bras et à ne pas regarder leurs dépenses. Et en fait, il se trouve que ces clients-là ne sont pas forcément rentables. C'est-à-dire qu'ils ne font pas forcément la différence au fur et à mesure entre les entrées et les sorties pour voir s'ils génèrent vraiment de la valeur. Donc oui, tu as un business, imaginons que tu aies par exemple une boutique où chaque jour, en entrée de cash, tu as 25 000 euros qui rentrent tous les jours dans ton business. Si à la fin de la journée, tu dépenses 23 000 euros ou 24 000 euros pour tes charges, bah, ton business n'est pas très rentable. Tu gardes un 25e, tu gardes 1 000 euros sur 25 000 euros, c'est pas beaucoup, c'est même pas 10% de ton chiffre d'affaires. Ta marge est à peine d'1%. Donc, il faut vraiment regarder les choses comme ça. Moi, je trouve que les entrepreneurs que j'ai rencontrés qui sont très successful, ils ont tous, c'est des très bons vendeurs et c'est des gens qui regardent vachement à la dépense et pour qui chaque euro, chaque dollar compte et ils investissent de manière stratégique. très stratégique et ils s'en foutent de ce que les gens diront. Voilà, c'est-à-dire que ils ont parfois un petit bureau qui paye pas de mine, mais ils savent qu'en fait, avec les 1 000 euros qu'ils économisent sur le loyer, ils peuvent réinvestir dans leur stock et ça leur permet de faire grandir leur fonds de commerce. Donc, vraiment important. Donc, c'est vraiment séparer l'entité morale de l'entité physique. Ne pas hésiter
à s'assurer qu'on a vraiment rencontré son marché, vendre, Mhm. vendre, vendre et regarder les dépenses. Super. Moi, franchement, je crois. Bon, il y a Audifax qui posait des questions tout à l'heure et je pense qu'on va revenir aux questions-réponses. Audifax, on va avoir une section questions-réponses dans quelques minutes. Mais comme tu dis, moi, je pense que c'est super intéressant. En fait, le fonds de roulement est essentiel pour l'entrepreneuriat, tout à fait. Et je pense que quand on a parlé tout à l'heure dans une émission précédente en termes de personnes, ceux qui sont en fait des personnes qui sont un peu dans finance et qui font attention à leurs finances, il y a cette règle de 50, 30, 20. Pour un entrepreneur, de ton avis, à quoi devrait ressembler cette règle, Sandra? C'est quoi la règle 50-30-20? Genre, vivre avec 50% de tes revenus, économiser, je pense, 20 ou 30%, et enfin, ce genre de règle-là, où on te dit, tes charges doivent être dans la hauteur de 50%, 20% en économie, 30% pour toi-même. En fait, ce genre de règle-là, à quoi ressemblerait en fait un schéma gagnant pour un entrepreneur au jour d'aujourd'hui? Combien, tu as parlé tout à l'heure de l'exemple et tu as dit que 10% en fait des revenus, c'est tout ce qu'il y avait comme marge. Et encore, là, on ne sait pas s'il a déjà compté les employés, les taxes et tous ces trucs-là. Quelle serait pour toi en fait cette règle gagnante? Je sais qu'il faut déjà enlever au moins 30% pour les taxes parce que ça, c'est un truc qui ne rate pas. Mais vas-y, dis-nous un peu, toi, de ton côté, de ton expérience, en fait, quelle serait cette répartition des revenus en fait? Alors moi, je dis, elle est très difficile en fait de donner une qui marche pour tout le monde parce que ça dépend vraiment de ton secteur d'activité Hmm. et ça dépend aussi de ton type de client. Donc moi, je dirais que la première règle, les 3 premières années, oh, allez, ouais, les 3 premières années d'une entreprise, en tout cas sur la base de ce que j'ai pu voir, moi je dis la règle, c'est de réinvestir tout ce que vous gagnez dans votre propre affaire pour montrer aux potentiels investisseurs dans le futur, aux potentiels financiers que vous êtes vraiment dans cette société pour le long terme et que vous n'êtes pas juste là pour monter quelque chose que vous allez vous-même mettre en banqueroute une fois que vous aurez les financements dont vous avez Hmm. besoin et disparaître. Je pense que ça, c'est très important quand on est un entrepreneur, surtout dans des euh, pays frontières comme le Togo, le Bénin, le Mali, le Niger, tous ces pays qui sont pas forcément encore des économies très solides. Il faut montrer qu'en fait, vous croyez tellement en votre affaire que vous réinvestissez tous les bénéfices que vous pouvez faire si vous en faites. Donc moi, je dirais qu'au Mhm. début, bien sûr, il faut toujours se verser un salaire. Vous, en tant qu'entrepreneur, c'est important, même si c'est minime. C'est juste pour pouvoir vraiment justement séparer votre entité commerciale de votre personne. C'est important, même si c'est un montant très faible, mais versez-vous le salaire dont vous avez besoin en salaire ou en traitement ou en dividende, mais versez-le vous. C'est important pour que vous puissiez savoir, voilà, OK, je fais ça, mais je ne vais pas sortir de l'argent tous les jours juste parce que, oh, mon fils a besoin d'aller à l'école ou ma grand-mère doit aller à l'hôpital, donc hop, hop, j'ai besoin d'argent, je tape dans la caisse de l'entreprise. Non. En fait, ça crée des cercles très vicieux, là où le Mhm. patrimoine de l'entreprise est confondu avec le patrimoine de l'entreprise. Il y a des statuts spécifiques pour ce genre d'entreprise. Donc, ils appellent ça en zone OADA, souvent ils appellent ça des établissements. Donc, dans un établissement, la personne morale et l'établissement sont la même chose. Moi, je trouve ça très Mhm. dangereux quand même parce que ça veut dire que concrètement, si votre établissement a des dettes et que vous avez une Mhm. très belle maison là où vous habitez avec vos enfants ou avec votre partenaire et que vous avez des voitures, ben vos créanciers ont le droit de venir saisir votre maison. Si vous ne payez pas vos dettes parce que votre Mhm. business ne marche pas, ils ont le droit de venir toucher à votre patrimoine personnel. Alors que quand vous séparez le patrimoine personnel du patrimoine de l'entreprise, ils n'ont pas le droit d'aller chercher vos Vos biens biens personnels. personnels. C'est super important. Ouais. Je pense que c'est bien que tu aies précisé qu'on peut se payer un salaire, que ce soit en dividende, en salaire ou en. Le troisième, c'était certaines choses qui sont prises en charge par l'entreprise, par exemple votre téléphone ou votre Internet ou ce genre de choses. Parce que je pense que souvent, quand on dit se payer, les gens souvent pensent au côté se verser un salaire, alors que ça peut être sous forme de dividende, comme tu dis, ou même dire que, par exemple, l'Internet, le téléphone ou les transports, par exemple, sont pris en charge par la compagnie, c'est une forme de salaire. Et justement, le fait de séparer ces deux entités permet justement d'éviter ce dont on parlait tout à l'heure, qui est de vouloir taper dans la caisse pour des besoins personnels.
Donc, j'espère que vous prenez note, hein, parce que moi, je prends des notes et c'est vrai que ça fait un moment que je suis dans l'entrepreneuriat. Et même malgré le fait que ça faisait longtemps que je suis dans l'entrepreneuriat, parce que j'étais seule, euh, il y a certaines choses que je me permettais de faire parce que j'étais justement un peu genre moi, ma propre entreprise. Là, maintenant que j'ai des associés, des partenaires, il faut vraiment diviser ce qui est moi et ce qui est en fait le business. Et je pense que c'est là où, quand on commence bien, avec ces bonnes bases-là, justement, on n'arrive pas après au milieu à essayer de séparer et d'essayer maintenant de distinguer qu'est-ce qui était à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi. Et je dirais dans le même sens qu'on prend dans la caisse, même quand on donne à l'entreprise, parce que ça arrive aussi, qu'on prenne de ses fonds propres. Moi, j'ai fait ça pendant un moment où l'entreprise, par exemple, était en sommeil parce que je travaillais, j'avais un CDI ou un CDD. Ben, à ce moment-là, de pouvoir dire, OK, j'investis tant dans l'entreprise et avoir des reçus, des transferts ou des choses qui prouvent que, en tant que tu as mis du capital dans l'entreprise pendant qu'elle était à bas. Donc, je pense que c'est vraiment important de pouvoir distinguer ces deux choses-là. Donc, on va comment? Ouais, tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y. Non, non, c'est exactement ça. Et parfois, si vous dépensez de l'argent pour votre entreprise, eh ben, vous faites des notes de frais, comme vous ferez si vous travaillez pour quelqu'un, pour une autre entreprise, pour se faire Tout à rembourser. fait. Tout à Mm. fait. Donc, Audifex, tout à l'heure, en fait, je crois que pour la première question que tu as posée, quels sont nos critères de sélection d'entrepreneurs? Donc, Sandra avait parlé du fait qu'il fallait qu'ils aient un an d'activité, qu'il fallait qu'ils aient montré qu'ils aient des revenus, et il faut aussi qu'ils aient montré que l'activité est viable sur le long terme. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Sandra? Non, Je crois que c'est c'est ces trois exactement choses. ça. Ouais. D'accord. Et la troisième chose, l'autre question, c'est sont-ils financiers ou la pérennité? Je crois que c'est un peu des deux à ce moment-là, hein. Exactement. Donc, sont-ils financiers ou la pérennité? C'est les deux. C'est les deux. Faut qu'il y ait, faut qu'on voit vraiment que l'entrepreneur est vraiment engagé derrière son entreprise. On a par exemple des gens on a des entrepreneurs, j'ai remarqué, qui sont beaucoup moins performants parce que ils ont leur travail au quotidien. Donc, ils travaillent par exemple pour une grosse société comme Unilever ou je sais pas. J'ai pas envie d'en citer parce que c'est pas forcément. On n'en a pas. Je veux pas citer des sociétés qu'on a en portefeuille, mais on a des gens qui travaillent pour des grosses boîtes et qui à côté ont leur propre structure. Je trouve ça bien. Je pense que c'est bien de pouvoir avoir cette sécurité de l'emploi tout en essayant de développer sa fibre entrepreneuriale. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a vraiment un manque de dévouement ou un manque d'engagement dans la suivi dans le suivi pardon des opérations qui vraiment amoindrit les performances. Et ce que je veux dire par là, Mm. c'est que certains de nos entrepreneurs sont dans des secteurs où les marges sont pas très fortes, donc on va avoir des marges nettes de 20%. Et donc chaque fluctuation de prix des matières premières ou un manque de rigueur opérationnelle dans le suivi de leurs activités a un impact direct sur leur marge. Donc, en fait, ils se retrouvent avec des performances très moyennes, alors qu'ils Mm. pourraient faire mieux s'ils suivaient mieux leur activité. Donc, je dirais que vraiment le plus important pour nous, c'est d'avoir des entrepreneurs qui suivent. Il y a des gens qui arrivent à faire les deux, c'est-à-dire à avoir un emploi et à avoir leur entreprise très dynamique, mais c'est des gens qui sont très organisés, très rigoureux et qui suivent vraiment tout de très près. Oui, je pense que c'est super important que tu dis ça parce que je crois que quand le challenge est que, bon, de toute façon, j'ai ça sur le côté, j'ai pas besoin de me stresser, je suis à l'aise, je suis confortable dans ce que je fais, comparé à si je ne me lève pas pour aller faire des ventes, je pourrais pas payer mon loyer. Forcément, le drive, la volonté ou même la motivation est complètement différente. Ça, c'est tout à fait vrai. Complètement. Coucou. Je vois que la famille nous a rejoints. J'ai vu que Queen nous avait rejoint tout à l'heure. Il y a Maman qui est là. Il y a Eden qui est là. Ah ben, bonsoir, on est en famille aujourd'hui. Donc, avez-vous des préférences sur certains pays d'Afrique et selon l'économie de ces, est-ce selon l'économie de ces derniers? Mais aujourd'hui, on a une base active en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin. Donc, nous, on va essayer de consolider ces trois pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, on met un peu la Côte d'Ivoire en pause parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité. Euh, D'accord. mais on regarde beaucoup le Togo, le Bénin. On est bien sûr présent au Kenya,
On a un client aussi à Madagascar et on veut continuer à vraiment consolider nos parts de marché sur le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Super, super. Donc, pour reprendre un petit peu, une fois que la personne a créé son entreprise, comment est-ce qu'elle fait pour passer en fait de cette étape-là où, tu sais, à un moment, on sait tous qu'à un moment de l'entreprise, les ventes commencent à stagner. Quel est le conseil que tu donnerais à toutes les personnes qui ont ce souci-là justement où leurs ventes stagnent? Quelle est la cause, d'après toi, d'après ton analyse, d'après ton expérience, et comment est-ce qu'ils peuvent justement surpasser cette étape-là pour passer au niveau supérieur? Ouais. Moi, c'est une très bonne question, Carlita, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Finlo existe. C'est que je pense que il y a plusieurs choses. Beaucoup d'entrepreneurs, et là, je vais parler des marchés qu'on connaît le mieux, donc le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire sur notre activité. Il y a un moment où effectivement les ventes stagnent parce que on n'arrive pas à passer au palier d'après. Et pour ce qu'on a pu observer, il s'agit d'un manque d'institutionnalisation de l'entreprise. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, quand ils ne sont pas présents dans l'entreprise ne tourne pas. Donc, elle tourne pas parce que le dirigeant n'est pas là. Donc, il y a plein de bons de commande qui sont pas validés. Certains décaissements peuvent pas être faits. En même temps, le même dirigeant doit aller rencontrer des clients, des marchés. Donc, on s'est rendu compte que, en fait, ce manque de croissance à un niveau donné vient principalement d'un manque de délégation au niveau du top management. Et ça existe pour plusieurs raisons. Donc, la première raison, c'est que les dirigeants ont tendance à avoir peur qu'il y ait des problèmes, un risque opérationnel trop important, c'est-à-dire que bon, on ne sait pas si les employés vont vraiment faire leur travail si on ne les contrôle pas, on ne sait pas s'il y aura de la fraude opérationnelle. Donc, parce qu'on ne sait pas tout ça, on préfère être partout. Alors, moi, j'ai envie de dire aujourd'hui à tous ces entrepreneurs qu'il existe des outils pour vous aider à réduire ce risque de fraude opérationnelle. Mais ces outils sont principalement digitaux. Donc, c'est des outils, c'est des logiciels, des applications qui vous aident vraiment à mesurer la performance de vos collaborateurs, à s'assurer qu'il y a des contrôles en place. Et ces contrôles en place sont très importants pour vous permettre de vous focaliser sur le business développement et de vous permettre de vous focaliser aussi sur où est-ce que je vais chercher ce qu'on appelle des relais de croissance. Je reprends l'exemple du jus d'ananas que j'avais pris au début. Aujourd'hui, par exemple, il y a un marché de plus en plus fort, notamment pour le Togo, sur les exportations de produits biologiques. Si vous êtes aujourd'hui, vous fabriquez du jus d'ananas et que vous êtes basé au Togo et que vous voyez que votre marché au Togo est saturé, vous pouvez vous dire, on a un gros port, on a un hub au niveau de l'aéroport qui nous permet d'être en Europe en 6 heures. Est-ce que je peux exporter du jus d'ananas? Quels sont les marchés à fort potentiel dans le jus d'ananas? Il y a beaucoup de pays en Europe, mais pas que. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir accéder à ces marchés-là? Donc, et c'est comme ça. Mais pour avoir cette démarche, pour réfléchir, il faut se libérer du temps. Et comment on se libère du temps? C'est en automatisant toute une série de tâches répétitives que vous pouvez déléguer finalement à une application. Et ça pour vraiment pas cher. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de solutions aujourd'hui. Donc, je veux inviter les entrepreneurs à être curieux de ce qui se fait sur le milieu. Et c'est pas de la grande technologie. Parfois, des gens ont peur, mais c'est des outils, en fait, des outils qui vous permettent de déléguer énormément de choses et qui vous permettent de toujours contrôler. Vous pouvez faire confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et moi, je trouve que le contrôle, derrière, il y a même des fonctions qui s'appellent contrôleur de gestion. Le contrôle, c'est très important dans une entreprise, pas pour fliquer vos employés, mais pour vous assurer que vous créez de la valeur toujours, que vous perdez pas d'argent et que vous maximisez les ressources que vous avez. Surtout au début, c'est très important. Donc, je dirais que vraiment, le principal frein à la croissance des entreprises en Afrique, c'est souvent les entrepreneurs eux-mêmes. C'est super que tu en aies parlé. Dans le sens où, sans se rendre compte, en fait, en ne déléguant pas et en ne cédant pas des outils qui sont disponibles et très peu chers, il y en a même qui sont gratuits, en ne cédant pas d'outils, ils se mettent eux-mêmes des freins à leur développement et aussi parce qu'ils se mettent des freins aussi au type de clients qu'ils peuvent avoir.
Il y a C'est aujourd'hui ça. des clients qui n'accepteront pas de travailler avec des structures où si on n'a pas le numéro WhatsApp du dirigeant, ben, on n'est pas livré. C'est pas possible. Donc, faut montrer à vos clients que vous êtes une structure solide, pérenne, que vous avez mis en place des choses pour ne pas disparaître demain. Parce C'est qu'aujourd'hui, si ça. je suis basée à Madrid et je vous commande du jus d'ananas tous les mois, et puis du jour au lendemain, vous disparaissez. Moi, ça m'arrange pas. Ça veut dire que je dois refaire la démarche, retourner au Bénin ou au Togo, retrouver un fournisseur. Donc, j'ai envie de savoir que bon, mon fournisseur, il pourra au moins me livrer pendant 2 ou 3 ans parce que je vais faire un travail de marketing sur son jus de fruits. C'est un investissement aussi pour vos clients de travailler avec vous. Et ils ont besoin de savoir que cet investissement va être payant sur le long terme. Mais s'ils ont l'impression que vraiment ce truc de jus d'ananas là, c'est un one-man show et que on ne sait pas si dans 2 jours, l'usine là va être encore présente parce que le gars paye pas bien ses employés ou parce que si c'est pas lui qui nous répond, on n'est jamais sûr des livraisons, bah, vous aurez jamais des gros marchés. Je pense que c'est super important que tu aies parlé de ça parce que au-delà de His Chosen Shift, qui est en fait mon blog un peu personnel, j'ai justement une agence de conseil qui ne fait que ça, c'est accompagner les entrepreneurs dans la systématisation et l'automatisation en fait de leur pratique journalière en fait. Et ça passe par quoi? Ça passe par l'administration, le service client, s'assurer que vous avez les bonnes personnes aux bons endroits parce que ça c'est un autre problème qu'on a, c'est justement qui crée en fait ces histoires de confiance et de contrôle. Si quelqu'un n'est pas au bon endroit dans la compagnie, forcément, il va être frustré. Donc, du coup, son rendement au travail ne va pas être le même qu'une personne qui comprend en fait la mission de l'entreprise, qui comprend la culture de l'entreprise et qui justement travaillerait que vous soyez là ou pas. Donc, justement, je crois que c'est un des trucs que les entrepreneurs ne font pas au début, c'est de se prendre assez au sérieux pour mettre en place des bases et des structures qui sont tellement solides que même s'ils ne se viennent pas au boulot demain, ben, ça va continuer parce que l'équipe comprend pourquoi ils travaillent. L'équipe a une culture de l'entreprise qui est tellement forte que même sans le dirigeant, ben, ils sont motivés à travailler parce qu'ils font partie justement de cette entreprise pour du long terme et ils la voient grandir. Et il y a un côté vulnérable et transparent que nos entrepreneurs n'ont pas justement dans notre communauté, qui est de se dire, je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions, mais ensemble, on va y arriver, ou ensemble, ou bien même laisser les gens de l'équipe, des fois, qui ont des réponses aux questions que vous vous posez, mais si vous ne leur posez pas les questions, si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, si vous n'êtes pas ouvert lorsque vous faites des réunions pour dire que vous avez peur aussi, ou bien que vous ne savez pas, et ils ne vont jamais venir vous dire quoi que ce soit sur les solutions qu'ils vont. C'est ça en fait le problème. Je pense que tu as bien fait d'en parler parce que c'est un des trucs qui nous retient, c'est de se dire qu'on a toutes les solutions quand en fait on ne les a pas. Et c'est pour ça qu'il faut justement avoir une équipe et justement faire confiance à cette équipe-là une fois qu'on les a recrutées pour se dire, j'ai mis les bonnes personnes aux bons endroits, je peux justement maintenant libérer mon mental pour justement faire ce qui m'apporte de l'argent, ce pourquoi je suis vraiment douée, au lieu de micromanage, n'est-ce pas? Et c'est Exactement, un peu ça en fait. C'est ça, en fait. Et exact. comme tu dis, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et il faut aussi ce côté grâce où il faut comprendre que les gens, au début, ils sont en train d'apprendre avec vous, ils sont en train d'être formés, donc il y aura forcément des erreurs, mais il y a ce capital, on va dire, grâce et compréhension, tolérance qu'il faut avoir pour justement avoir le, 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 l'état d'esprit où on veut grandir avec ses employés, où on veut justement que même les employés soient assez bien formés pour passer au niveau supérieur. Mais je remarquais, en tout cas en Afrique, que souvent, l'entrepreneuriat, comme tu l'as dit, c'est un one-man show. Et quand cette personne-là n'est pas là, ou bien quand cette personne ne fait pas du réseautage, ou quand cette personne ne va pas voir certains clients qu'il connaît dans son réseau, donc du coup, et si cette personne n'est pas là demain, donc l'entreprise s'écroule. Et qui Ouais. va financer ce genre d'entreprise où il n'y a pas de lendemain? Exactement. Et je pense que ce type de comportement est favorisé, de ces entrepreneurs est favorisé par un contexte. Et je pense que ça serait un peu naïf de notre part de ne pas évoquer ça. C'est que aujourd'hui, dans certains pays, il y a des contextes qui font que les employés sont parfois, les employés de petites entreprises sont parfois dans un sentiment d'insécurité très fort. Insécurité liée à est-ce que je vais vraiment percevoir mon salaire à la fin du mois? Est-ce que l'entreprise sera même là dans 2 mois? Du coup, certains employés qui sont à certains postes font parfois ce qu'on appelle de manière un peu polie, un peu
un peu politiquement correct, de la fraude opérationnelle. Mais concrètement, c'est du vol. Et, et en fait, il y a beaucoup de... Oui, c'est de la fraude, de la fraude. C'est du vol. Souvent, J'en ai été victime moi-même, donc je peux en parler. Donc, c'est du vol. Souvent, c'est du vol. Totalement. Et du coup, voilà, les dirigeants ont tendance, parce qu'ils ont eu des expériences malheureusement malencontreuses, ont tendance à vraiment vouloir tout regarder. Et en fait, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que oui, vous avez raison, il y a du vol parfois dans les entreprises, mais utilisez les outils qui vous permettent de réduire ce vol. Mettez en place des systèmes. Aujourd'hui, il y a vraiment des systèmes de tracking, de validation, de plein de choses, de petites choses que vous pouvez mettre en place pour que, avant que quelqu'un ne vous vole ou commette des fraudes opérationnelles, notamment au niveau de l'approvisionnement de vos denrées, parce que c'est là où beaucoup de fraudes apparaissent. Par exemple, vous voulez acheter quelque chose auprès d'un fournisseur, tout d'un coup, le fournisseur a gonflé sa facture, en fait, il est de mèche avec un de vos employés, machin, vous n'êtes pas au courant. Vous pouvez mettre en place des choses pour tout de suite savoir, ah, j'ai une alerte d'habitude, on achète l'ananas à 125. Aujourd'hui, on me dit que l'ananas est à 150. On va acheter une tonne d'ananas, ça fait quand même beaucoup. Donc, hop, je vais voir mon tableau de bord où j'ai des informations qui viennent d'autres personnes et d'autres sites web, par exemple. On me dit que aujourd'hui, 14 octobre ou 13 octobre, l'ananas est à 135 francs. Mais pourquoi alors mon collaborateur achète l'ananas à 150 aujourd'hui? C'est quand même bizarre. Donc, vraiment, essayer avoir des alertes comme ça qui vous permettent juste, vous, au lieu d'être dans l'exécution, d'être dans la supervision. Et je pense que plus vous dégagerez pour la supervision, moins vous aurez de fraude opérationnelle, plus vos employés seront responsabilisés et ça vous permettra, vous, de vraiment exécuter sur la chose qui vous a permis de faire de l'entrepreneuriat. Malheureusement, les entrepreneurs, aujourd'hui, beaucoup, pas tous, mais beaucoup pensent que c'est limite un sacerdoce d'être entrepreneur dans les marchés frontières parce que ils jonglent avec tellement de variables tout le temps qu'ils se disent mais c'est pas possible, c'est vraiment, on n'a jamais de vacances, on doit tout contrôler, il y a jamais de répit, l'État nous prend tout. Donc, vous pouvez mettre des choses en place pour vivre votre vie d'entrepreneur aussi comme étant quelque part un salarié de votre propre vie. Merci en tout cas pour cette astuce-là et c'est super important que tu dises qu'il y a des outils qui existent. Encore faut-il en fait qu'on puisse accepter de les utiliser et qu'on puisse en fait leur faire confiance. Et puis l'autre côté aussi, c'est que il faut pas avoir peur, moi je dis des fois, de se séparer des personnes qu'on sait ne sont pas forcément viables pour notre entreprise. Et je pense que ça, c'est un autre des soucis dans notre communauté. On pense qu'il faut recruter parce que c'est la famille, le cousin de la sœur d'eux, ou bien parce que telle personne a recommandé. Donc, il y a justement ce côté compétence et de pouvoir justement savoir qu'on recrute des gens qui sont compétents. Sandra, tu es toujours avec nous? Je te vois plus là. Oui, je suis là. Je suis là. Ah, ok. Ok. Ouais. Donc, justement, ce côté de comprendre qu'on doit recruter des gens qui sont compétents et pas forcément des gens qui sont juste dans notre entourage. Ça, c'est de un. Et de deux, de comprendre qu'en fait, si ça ne va pas, bah, c'est OK de laisser partir la personne. Parce qu'à ce moment-là, tu passes ton temps dans plus de frustration et encore une fois, dans moins d'espace dans ta tête pour pouvoir justement te concentrer sur ton business. Tu es maintenant en train de penser à comment tu vas gérer cette personne en particulier qui devient en fait une gangrène pour le business. Est-ce que tu as eu certains entrepreneurs de ton côté qui ont eu ce genre de challenge-là et comment est-ce qu'ils s'en sont sortis en fait? Ah, c'est une très bonne question. Donc, on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des challenges sur leur côté opérationnel. Je dirais qu'aujourd'hui, le véritable frein pour qu'ils s'en sortent, c'est souvent l'adoption d'outils leur permettant de pouvoir justement mettre en place cette supervision-là et tout ça. On se rend compte ceux qui ont mis en place ces outils-là travaillent super bien et ont vraiment une vision globale, ils dégagent du temps. Et comment je sais qu'ils dégagent du temps, c'est qu'ils ont généralement du temps pour on discute parfois de leur prévision de croissance à 1 an, qu'est-ce qu'ils veulent faire l'année prochaine, sur quoi ils ont envie de travailler. Et c'est vraiment des gens qui arrivent à dégager du temps parce qu'ils ont mis en place des outils. Moi, je dirais qu'il y a encore aujourd'hui un véritable frein à adopter les technologies de l'information nous permettant de vraiment superviser. Et une des choses qui revient à chaque fois, c'est sur Internet, tout le monde lit tout. À partir du moment où vous utilisez WhatsApp, vous êtes déjà
vous êtes déjà complètement connecté. Donc, j'ai envie de dire, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et je pense que être sur Internet aujourd'hui et savoir les outils à utiliser, il y a pas photo, quoi. Il y a vraiment beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Il y a des inconvénients liés à la transparence de nos données, des données qu'on met en ligne. Mais aujourd'hui, tout le monde met des données en ligne. À partir du moment où vous avez un téléphone, que vous utilisez WhatsApp ou que vous utilisez même votre téléphone mobile pour faire des appels, vous êtes déjà sur le grid. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas des choses qui vont vous aider à vous enrichir et à enrichir vos employés qui doivent être un frein pour vous, pour vraiment développer votre entreprise. Donc, moi, je pense que l'argument aujourd'hui qui est de dire, oh, il y a de la cybercriminalité sur Internet ou, oh, comment on appelle ça, les services de l'État en charge de collecte des taxes vont pouvoir trouver nos informations en ligne. Si vous voulez trouver vos informations en ligne, ils vous auraient trouvé depuis longtemps et depuis très longtemps. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, mon point, c'est de dire, les entrepreneurs, en tout cas, qui s'en sortent super bien pour gérer leur fraude opérationnelle, c'est des gens qui ont mis des vrais systèmes en place, leur permettant de superviser les personnes et des systèmes très peu chers basés sur le web. Ils font plein de choses avec le web et les applications mobiles. Ça leur permet de vraiment suivre au quotidien ce qui se passe. Ils se construisent des dashboards, des tableaux de bord très efficaces avec des indicateurs de performance et ils créent des alertes leur permettant de dire, ah, si ceci dépasse ce montant, m'envoyer un message. Si jamais on vend plus de temps, m'envoyer un message. Et c'est vraiment comme ça qu'ils arrivent à détecter des choses qui vont pas bien. Et moi, je me rends compte que les clients qui laissent beaucoup d'argent sur la table sont ceux qui refusent d'adopter ces technologies de l'information par rigidité ou par peur. Moi, je pense qu'une des choses les plus importantes quand on entreprend, c'est qu'il faut oublier la peur. Il faut toujours être optimiste. Il faut se dire que vous devez être un optimiste qui sait mitiger des risques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire dans la peur. Et je pense que c'est vraiment important ce point. C'est de dire que si vous avez peur de Internet, bon, bah, il faut documenter-vous sur Internet, regardez, et avant de dire, oui, j'ai peur d'Internet, pourquoi? Quelle est la probabilité que mes données soient sur Internet? Quelle est la probabilité que OTR, ou OTR, c'est l'Office togolais des recettes, ou je sais pas comment ça s'appelle au Bénin ou en Côte d'Ivoire, ou les impôts du Bénin, de la Côte d'Ivoire, viennent savoir combien est-ce que vous générez par mois ou par jour. Regardez la probabilité que ça arrive, au lieu juste d'être conduit par cette peur qui vous empêche de développer votre entreprise. Je pense que c'est un point très important. Et j'ai cette petite anecdote, je dis, beaucoup d'entrepreneurs n'ont aucun problème à se marier, par exemple. Moi, je trouve que le mariage, c'est la plus grande, le mariage ou des gens qui ont des enfants, c'est une des plus grandes, c'est le plus gros risque qu'on prend souvent dans la vie. C'est qu'on mélange son patrimoine génétique à celui de quelqu'un qu'on pense connaître, mais qu'on ne connaît peut-être pas. Et des gens sont prêts à faire ça, mais ils vous disent, oh, j'ai peur d'Internet, je veux pas mettre mes informations sur Internet. C'est bizarre. Donc, je vous pousse vraiment à documenter votre crainte, documenter vos peurs, allez regarder, tapez sur Google quel est le pourcentage de sociétés qui ont été saisies par les impôts parce qu'elles utilisaient Internet, quel est le pourcentage de sociétés qui sont victimes de cybercriminalité. Vous allez voir, c'est très faible et encore une fois, les avantages sont bien supérieurs aux inconvénients. Et quand on compare l'adoption des nouvelles technologies en Afrique, on se rend bien compte aujourd'hui, les pays qui avancent le plus vite, qui ont des taux de croissance les plus élevés, sont ceux qui adoptent les technologies de l'information. J'habite au Kenya, aujourd'hui c'est une société où même des gens qui n'ont pas forcément accès à l'éducation, ils maîtrisent beaucoup d'outils pour pouvoir gérer leur petite entreprise, même quand elle est dans l'informel. Même quand elle est dans l'informel. Donc, là, il nous reste une minute, Sandra. Il nous reste une minute. Donc... Pareil au Nigeria et pareil au Ghana. Voilà, je voulais juste vraiment mettre l'accent dessus. Il y a beaucoup de choses disponibles sur Internet, allez les prendre. Moi, je dirais juste merci, en tout cas, Sandra, avant qu'on ne soit coupé pour cette conversation. On n'a pas eu le temps de rentrer dans d'autres questions et tout, mais en tout cas, je pense que déjà avec ça, ils ont une bonne base et s'ils veulent en savoir plus, je vous invite donc à suivre Finlo sur Instagram ou alors aller sur finlo.com
qui est le site internet de Finlo. Et contactez Sandra, elle est sur LinkedIn, elle est sur pratiquement toutes les plateformes. Si vous tapez Sandra Locodonou sur Google, super outil de recherche d'ailleurs, vous trouverez facilement Sandra. Contactez-la et j'espère que cette émission vous aura permis